پاریس شهرداری منطقه 17. کنفرانس ایران به پا خواسته در مقابل رژیم اعدام‌ها با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شهرداران، منتخبان و شخصیت‌های فرانسوی و کارشناسان، گزارشگران و حقوقدانان برجسته بین‌المللی. سخنرانی‌های دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپا، نایب رئیس کانون وکلای پاریس 2015-2017، رئیس کانون وکلای اروپا با بیش از 1 میلیون عضو 2021-2022. پروفسور ولفگانگ شومبورگ، قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا. آلن ویویان، وزیر پیشین امور اروپایی دولت فرانسه، نایب رئیس مجلس ملی فرانسه 1982-1983. سونیا بیسرکو، عضو کمیسیون حقیقتیاب ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در کره شمالی 2013-2014، بنیانگذار و رئیس کمیته هلسینکی برای حقوق بشر در صربستان. ژاک بوتو، معاون شهردار منطقه مرکزی پاریس، شهردار منطقه 2 پاریس 2001-2020. نیلوفر عظیمی، آزاده عالمی و آرمان حبیبی. دومینیک آتیاس، آخوندها با ویران کردن 9500 قبر در قطعه 41 بهشت زهرا بار دیگر جنایاتشان علیه بشریت را تایید کردند و تداوم بخشیدند. رژیم ایران نخستین جلاد زنان در جهان است. اشرف احمدی 47 سال داشت هنگامی که آخوندها او را به دار آویختند. او ستاره‌ای بود در میان 30,000 ستاره دیگری که این جنایتکاران خواستند برای همیشه خاموش کنند. دیگر صحبت از یک شاه دیگر برای ما نکنید، نه شاه نه ملا. Souvenir et deuil, mais aussi résistance, lutte et mobilisation sont les maîtres mots de cette journée à la mairie du 17e arrondissement. Souvenir et deuil, car à travers cette exposition, ce sont tous ces martyrs. Ce sont 30 000 hommes, femmes, garçons, filles, encore dans l'adolescence, que nous pleurons et célébrons. Ces êtres sacrifiés sur l'autel de la barbarie humaine, incarnés par des hommes tels Ibrahim Raïssi, tortionnaire en 1988, puis président de la République islamique d'Iran, qui, fort heureusement, brûle désormais en enfer. Barbarie, incarnée par Ali Khamenei et ses sbires, pour nombre d'entre eux anciens suppôts du pouvoir monarchique,
qui, tellement habitués à torturer et à exécuter leur peuple du temps du Shah, se sont engagés aux côtés des mollahs pour continuer leur sombre besogne, mais aussi pour échapper à la vindicte du peuple iranien. Ce n'est que reculer pour mieux sauter, messieurs les bourreaux, et le peuple iranien aura votre peau. Ces femmes et ces hommes disparus continuent à vivre dans nos cœurs. Laissez-moi faire revivre l'une d'elles, qui, à elle seule, incarne toutes ces femmes courageuses, lâchement assassinées. Je n'en avais jamais en parlé encore. Je veux parler d'Ashraf Sadat Hamadi. Regardez-la, regardez-la. Après avoir poursuivi des études et obtenu son baccalauréat, cette jeune femme rêvait déjà sous le régime du Shah à la liberté pour son peuple et s'était engagée aux côtés des opposants au régime monarchique. Incarcérée par ce régime, alors qu'on ne nous parle pas maintenant d'un nouveau Shah, ni Mollah, hein, incarcérée par le régime monarchique. Elle avait de nouveau été emprisonnée sous le régime de Khomeini, alors qu'elle venait de donner naissance à son fils, bébé, que son tortionnaire lui ont en prison, arraché des bras. Mais aucun sévice, aucune torture ni menace n'ont fait fléchir cette femme indomptable, ni toutes les Iraniennes. Fidèles aux moudjahidines du peuple, celles qui l'ont connue ont témoigné de ses sacrifices, de son courage, du soutien inébranlable et réconfort qu'inlassablement elle apportait à ses sœurs d'infortune, emprisonnées comme elle, pour certaines, depuis de nombreuses années. Elles ont témoigné de son sourire, de sa confiance en l'avenir d'un Iran libéré, à son inébranlable soutien aux idées défendues par les moudjahidines du peuple. Elle avait 47 ans quand les mollahs l'ont tirée de sa cellule et pendue. C'était le 31 juillet 1988. Une étoile parmi les 30 000 autres que ces criminels ont tenté de faire disparaître à jamais. Crime contre l'humanité, a conclu le rapporteur spécial des Nations Unies dans son rapport d'il y a un an. On en a parlé à plusieurs reprises. Oui, crime contre l'humanité que le régime islamique d'Iran ne pourra effacer. Au fil des ans, ils cherchent à faire disparaître les preuves de leurs exactions, oui, au fil des ans, en détruisant les tombes et les fosses communes où reposent tous ces martyrs, en profanant les corps. Jusque dans la mort. Cet été encore, les mollahs confrontés au soulèvement populaire accélèrent leur immonde besogne. 9500 tombes profanées, détruites, les familles maintenues à distance. 9500 personnes privées désormais de sépulture pour construire un parking. Une abjection totale. Maudits soient-ils ceux qui ont profané ce lieu sacré qu'est un cimetière, qui ont bafoué ce droit fondamental dans toutes les sociétés et les religions, qui est le respect dû aux morts. Par leurs actes, ils signent une fois de plus et perpétuent leurs crimes contre l'humanité.
Une si grande rage m'habite devant tant d'horreurs, jusqu'à ce jour impunie, oui, pour le moment impunie, et aussi une rage face à l'indifférence coupable, pour ne pas dire la couardise de la communauté internationale. Mais j'entends la voix de mes amis de l'OMPI qui me disent inlassablement « résistance ». Oui, la résistance, ce sont les femmes et les mères iraniennes. Résistance, me dit la voix de Mariam Akbari Mofared, qui a repris le flambeau de la lutte des mains d'Ashraf Sadat Hamadi. Mariam, elle est en bas, vous avez vu en bas, il y a tout un panneau sur elle, enfermée depuis plus de 15 années, martyrisée, séparée de ses enfants. Elle résiste aussi au péril de sa vie. Elle résiste comme celles et ceux qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, aujourd'hui, mardi, comme tous les mardis, au péril de leur vie, font cette grève de la faim pour dire stop aux exécutions. Ces exécutions qui continuent, et j'ai une pensée particulière pour ces 5 femmes pendues ces 3 dernières semaines. L'Iran, premier bourreau mondial de femmes. Ne me parlez pas des bienfaits de l'arrivée au pouvoir en Iran de prétendus réformateurs. On en voit encore qui se signalent et qui sortent. En une année, depuis l'entrée en fonction de Pezeshkian, fin juillet 2024, soi-disant réformateur, vous l'avez dit, le nombre de victimes a dépassé 1600. Résistance, mais mobilisation également. Car non seulement les mollahs détruisent les preuves de leurs crimes, mais fort de leur impunité à ce jour. Écoutez bien, on vous l'a dit tout à l'heure, écoutez bien, ils appellent au renouvellement de ce massacre. Cynisme, horreur à l'état pur. Comment peut-on parler d'un tel massacre comme d'une expérience historique réussie à renouveler? Alerte, alerte, alerte. Oui. Est-ce qu'il faut désormais uniquement résister? Au CNRI, à l'OMPI, sa principale composante, à son extraordinaire présidente, Madame Mariam Rajavi, au peuple iranien d'en décider. Nous, aujourd'hui, et partout dans le monde, notre devoir est d'être toujours à leur côté. Je vous remercie. آلن ویویان، ما باید رهبران سیاسی خود را تحت فشار قرار دهیم تا در گرداب مذاکرات بی‌پایان فرو نرویم. باید به شکل متحد و با بالاترین قاطعیت عمل کنیم. Madame la Présidente, Monsieur le maire, chers amis, simple mot, la grande angoisse que nous saisit lorsqu'on entend les témoignages qui ont été apportés tout au long de cet après-midi et également par les jeunes qui se sont inscrits dans cette belle bataille pour la liberté et pour la paix à travers le monde. Je ne dois dire que quelques mots. J'ai eu le privilège, si l'on peut dire, d'être né juste avant la Seconde Guerre mondiale et d'avoir vécu ce que c'est qu'une occupation étrangère et les combats qu'il a fallu mener au nom de la résistance. Je suis tout cœur, naturellement, avec ceux qui combattent pour la liberté. Et ça explique pourquoi,
quand j'étais parlementaire, nous avons pris quelques initiatives pour aller dans ce sens. Je crois que Gilbert Mitterrand l'a très bien rappelé. Aujourd'hui, que faire? Bien entendu, j'ai applaudi la demande de compétences universelles qui a été brillamment soutenue par l'intervenant qui vient de s'exprimer. پروفسور ولفگانگ شومبورگ. موضوع اصلی سخنم درباره آینده بی‌عدالتی در ایران است. ما باید از نظام حاکمان آخوندها عبور کنیم. به نظر می رسد یک جایگزین مطرح شده باشد. دلغکی آمریکایی، پسر شاه که صدایش را بلند کرده. اما من مطمئنم مردم ایران به قدری خردمند هستند که او را نادیده بگیرند. باید این تصور پوچ درباره دلغک آمریکایی را کنار بگذاریم و بر راه حل واقعی تمرکز کنیم. راه حل سوم. خانم پرزیدنت، من از صمیم قلب سپاسگزارم که مسیر آینده‌ای بهتر برای ایران را هموار کرده اید. طرح 10 ماده‌ای برنامه‌ای درخشان است برای آنچه که دولتی نوین پس از سرنگونی رژیم می‌تواند دنبال کند. Ladies and gentlemen, Madam President-elect, I am extremely grateful having been invited again, and I must admit, having heard so much about heinous crimes, it touches me immediately to hear what you had to say about your own fate. It is like evidence given in a courtroom, and this is one part of what we all need. We need to come as close as possible to the truth and then react correspondingly, because there is no justice without truth, and there is no peace without justice. So therefore, my core aspect today is the question of the future of the justice in Iran. We have to overcome the system of the leaders of the mullahs. There seems to be one alternative, an American clown called Son of the Shah raised his voice and apparently really wanted to become president of Iran in the future. But I'm pretty sure the Iranian people are intelligent enough to simply ignore this. But there must be a way out. And there is no doubt a way out, and this has been shown more and more by our President, Madame Rajavi. And I'm extremely grateful for paving the way to a better future of Iran. Today, many speakers and also you came to the 10 points. It's a wonderful assembly of that what a government can pursue in when having overthrown a regime. And that's the question I shall answer. Can we do this? But first of all, I think it has, from the judicial point of view, and I have seen this, unfortunately, how less attraction is given to international law in other countries. But I have rarely seen a country like Iran
with the Muller system, where the international norms are ignored. It's not only about death penalty, I have to come back, but I'm extremely grateful that you mentioned today also the International Covenant on Civil and Political Rights, in particular Article 9 and 14. They are enshrined in your 10 points, and it is that important because it shows, on the one hand, what is the must, that each accused person is entitled to have a lawyer, is entitled to have access to the evidence, and to have a fair hearing. Is it a fair hearing if a person is heard within 5 minutes without advocate, without the entitlement of the family being present to give testimony? No, it's not, but apparently it's a reality of the now existing Iran. And therefore we have to fight against these shortcomings. Iran is bound and has always been bound by these norms of international law. But let me come back to death penalty. It's for me one of the most important points. When I was young and decided where shall be my way in the career, when starting as a young prosecutor, I promised my parents I will never work in a judiciary where there is death penalty. Why? Because it is not for us as human beings to decide over the life of others. And therefore, I want to emphasize, yes, from your point of view, the main aspect is the death penalty brought against political prisoners. But what I want to emphasize in this context, the death penalty must be abolished under all circumstances. In the framework of the Council of Europe, we have a specific convention, abolishment of the death penalty under all circumstances. And this is very important. Also, when there is waging war, there shall never be a death penalty. And a certain aspect is that it was found also by the judiciary in Germany that a judge who, against his own factual findings, simply ordered by the government, imposes the death penalty, that he commits the crime of killing. It's irrelevant that there is a judge in between acting as a puppet on a string, but what is done there amounts to, in Iran at present, amounts to killing in the closest sense. And we have to take care that the rule of law, including all the international law, is and becomes an unalienable part of a democratic states. 3 columns of a democratic states should be observed and upheld. That's the legislative, the executive, and an independent judiciary. And we have learned, and particular, maybe it's my mistake, in particular since 2020, that the judiciary
in no way functions in Iran. So therefore, there are reasons enough, and we heard about many facts today to clearly say, yes, this is a fake government, this is a failed state. Does not mean the citizens, of course, but those being the leaders of the state. The word said, no peace without justice. Establish not only the individual case that you, of course, can't make immediate peace when there is no justice. But it's also the peace for the future, that in the future people are aware that the independent judge or the independent judges, not only the judiciary, has to be created and has to be established as soon as possible, because each day we wait, one person or more are killed by so-called judges, giving the order to execute. How shall we overcome? We shall, of course, overcome. We could do it by simply leaving it what it is, continue with the existing system. This would be absolutely no solution. We heard evidence enough today. I think we should forget immediately the American clown and come back. What is the way? I would call it the third way to future. That's resistance inside and outside Iran, if possible, and only on request of this, supported by international supporters or even judges. That depends on the concrete situation. There is hope. There are many ways to come to a solution, but we have to come as soon as possible to this. The current regime must be overthrown as soon as possible, but in a fair way, and finding, and I think it's really in the best hand here, that we one day during our lifetime still can speak about fair trials in Iran. I thank you very much. سونیا بیسرکو، رژیمی که هزاران نفر را در گورهای جمعی دفن کرد، اکنون آن کشتارها را به عنوان موفقیتی تاریخی ستایش می کند. مسئولیت عاملان قتل عام 67 که به بالاترین مقام ها رسیدند، رژیم را جسور کرده است. مسئولیت امروز مجوزی برای جنایات آینده است. در 1988 جهان ساکت ماند، هزاران نفر قتل عام شدند. نشانه ها آشکار بود، اما نادیده گرفته شد. اکنون خود رژیم این نشانه ها را به طور علنی پخش می کند. سکوت امروز یعنی همدستی. Ladies and gentlemen, dear friends, I'm coming from Serbia, which, as you all know, has an experience of terror, wars,
genocide, and I'm quite familiar how states use terror as a system of rule. I was also a member of the UN Inquiry Commission into North Korea. So Iran is doing the same, silencing dissent, spreading fear, clinging to power at any cost. When I speak of Iran, I do not refer only to politics or repression. I think of the mothers who still search for the graves of their children from 1988, and of the young Iranians today who dare to dream of freedom despite knowing the cost. Their struggle is not abstract. It is profoundly human. And it is our responsibility to ensure their courage is not met with the world's silence. And it is Iran stands at the crossroads, and so does the world. A regime that once buried thousands in mass graves now praises those killings as a historic success. The Iranian people have shown remarkable courage and dedication in their struggle for freedom. They deserve not only our respect, but our active support in their effort to liberate themselves from tyranny. Iranian society is ready for change, but the regime, fearing this shift, is tightening its grip, escalating repression to block the future its people demand. On July 7, 2025, Fars news agency linked to the Revolutionary Guard praised the 1988 mass execution as a successful historical experience. This was not just revisionism, it was an open call for atrocity crimes, a warning that such horrors could happen again. We must take it seriously. The signs are clear. Iran's authorities are stepping up executions, torture, and forced relocations. This is not random. It follows the same pattern that led to the 1988 massacre of political prisoners. If the world stays passive, history will repeat itself. In recent weeks, two men, Behrouz Ehsani and Mehdi Hassani, were executed. Their crime links to the opposition PMOI. Their trials were shams. Their confessions were forced. Their deaths were meant to crush dissent. 14 more prisoners now wait for the same fate. At the same time, the regime is erasing the past. Tehran's deputy mayor admitted that Section 41 of Behesht Zahra Cemetery, where thousands of executed prisoners are buried, was destroyed and turned into a parking lot. This is not just desecration. It is an attempt to wipe out memory itself. Why does this continue? Because of impunity. The killers in 1988 were never punished. Many rose to the highest offices of the state. That impunity is what emboldens the regime today. It is, in effect, a license for future crimes. We cannot let that stand. When the world looks away, it tells perpetrators their crimes are allowed. Iran is now testing that dangerous lesson in real time. There are tools to respond. The UN fact-finding mission in Iran was created to investigate abuses. Its role is urgent now. It must immediately expand its work to cover 2 points. First, the Revolutionary Guard's incitements. The Fars News editorial is not harmless commentary. It is direct incitement to commit crimes against humanity. Second, the current wave of executions and repression, arrests, sham trials, and death sentences are part of an escalating plan of state killings. In 1988, the world stayed silent. Thousands were murdered. The warning signs were there, but ignored. Today, the regime itself is broadcasting the warning signs. Silence now would mean complicity. We have a duty to act. Remembering the victims is not enough. We must break the cycle of impunity. That means accountability. That means empowering international bodies,
starting with the fact-finding mission to investigate and expose. The lives of thousands depend on it. The international community must stand with the Iranian people now, before today's repression turns into tomorrow's massacre. Oppression may last for a night, but it will be washed away by justice at dawn. And I think that women in Iran will be game changers. Thank you very much. شهردار ژاک بوتو: مقاومت تنها پاسخ مشروع در برابر دیکتاتوری است، چه دیکتاتوری سلطنت گذشته باشد و چه استبداد مذهبی حاکم که مسئول هزاران اعدام سیاسی است. باید به روشنی بگوییم نه شاه نه شیخ. در همراهی با شورای ملی مقاومت و به ویژه مجاهدین خلق به این باور رسیدم که این شورا تنها آلترناتیو مشروع و واقعی در برابر رژیم آخوندهاست. جامعه جهانی باید این حقیقت را آشکارا بپذیرد و با قاطعیت از آن حمایت کند. راهی که مریم رجوی و یارانش برگزیده‌اند سخت‌ترین راه است، اما تنها راهی است که می‌تواند به این رژیم فاسد و رو به سقوط پایان دهد. این رویا اکنون به واقعیتی در حال تحقق تبدیل شده است. Madame la Présidente, Monsieur le maire, cher Geoffroy et cher Jean-François, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur de m'exprimer au nom du Comité des maires de France pour un Iran démocratique et d'être parmi vous ici ce soir. Oui, Jean-François Le Garret, je l'ai déjà remercié, mais Geoffroy Boulard en particulier de nous accueillir dans cette magnifique mairie, dans cette superbe salle et d'avoir exprimé toute sa fidélité à la cause de la résistance iranienne en la manifestant concrètement au-delà des mots, en nous accueillant ici ce soir. Merci Geoffroy. Depuis plus de 15 ans, voire même près de 20 ans, comme le disait Jean-François à l'instant, je connais et soutiens le mouvement pour la liberté en Iran. Et ce qui m'a le plus marqué dans ces 20 années de compagnonnage, c'est la passion, c'est la détermination et c'est l'amour pour la libération de son pays ainsi que la persévérance indéniable devant l'attachement aux principes de démocratie et de liberté dont font preuve les moudjahidines du peuple, Mariam Rajavi. Pourquoi ? Eh bien, particulièrement parce que ces valeurs résonnent profondément avec les nôtres, celles de la France. La liberté, l'égalité, la fraternité, j'ajouterais même la sororité pour rendre un hommage particulier aux femmes iraniennes qui mènent la lutte en ce moment depuis 2022. Elles font preuve d'un courage formidable. Et enfin, la valeur de laïcité, c'est-à-dire de séparation de l'Église et de l'État. Chacun est libre d'avoir la religion qu'il veut. L'État n'en reconnaît aucune, mais en revanche, elle protège chacune et chacun dans l'exercice de ses croyances et de sa religion. Et elle protège ceux qui n'en ont pas. C'est pas beau la laïcité quand c'est appliqué, et c'est ça profondément la liberté. Je veux insister sur une vérité importante également, qui est une vérité simple. La résistance est la seule réponse légitime face à la dictature. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la monarchie d'hier ou de la tyrannie religieuse d'aujourd'hui, coupable de milliers d'exécutions politiques, il faut être clair, ni chat, ni mollah. En 15 ans de compagnonnage, je le disais, avec le Conseil national de la résistance iranienne et en particulier les moudjahidines du peuple, je suis convaincu que celle-ci s'est installée comme la seule organisation légitime alternative au régime des mollahs actuellement. Et à ce titre, la diplomatie internationale, la communauté occidentale devrait l'affirmer avec beaucoup plus de clarté
et soutenir avec beaucoup plus de volonté, de volontarisme, la résistance que mène aujourd'hui le Conseil que préside Madame Radjavi. Je tiens également à remercier les élus présents, les maires, Jean-François Legarret l'a fait, les maires qui sont engagés, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents et qui prennent de belles initiatives. Je voudrais souligner la très belle initiative qu'a prise Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement, un petit peu avant l'été ou au début de l'été, d'organiser une très belle exposition pour commémorer la résistance iranienne et d'attacher à sa mairie, d'afficher à sa mairie une banderole pour la liberté de Mariam Akbari et conjointement la liberté de nos 2 otages français encore détenus en Iran, que nous n'oublions pas, Cécile Coller et Jacques Paris. C'est dans cet état d'esprit que je voudrais également saluer le plan en 10 points présenté par Mariam Radjavi. Ce plan incarne une vision claire. Je l'ai dit, je le répète, une république démocratique, laïque, avec l'égalité entre les femmes et les hommes, l'abolition de la peine de mort, la séparation de l'Église et de l'État. Il a déjà suscité un large soutien international, et notamment, je voudrais souligner la déclaration des maires français affirmant leur solidarité avec ce plan en 10 points et qui, d'après les compteurs mis à jour, se monte à 1067 maires français qui affirment cette solidarité et en signant cet engagement. Durant toutes ces années, j'ai vu des milliers de sympathisants de la résistance en dehors de l'Iran et à l'intérieur, les unités de résistance qui incarnent l'espoir et le changement, qui ont un courage inouï et qui se battent. Tout cela fait de la résistance l'alternative légitime et digne, capable, sous la direction de Mariam Radjavi, de constituer l'Iran libre de demain. Aussi, vous l'avez compris, Mariam Radjavi et tous ceux qui la soutiennent, tous ceux qui sont avec elle, ont choisi certainement un chemin difficile, mais le seul et unique qui puisse mettre fin demain et très bientôt à ce régime impitoyable, ce régime qui est un régime pourri à tous les sens du terme, c'est-à-dire un régime tellement mûr qu'il va bientôt tomber tout seul, mais nous devons forcer avec notre conviction, notre soutien, le fait que le régime des mollahs puisse tomber le plus rapidement possible. Et j'y crois, c'est un rêve, mais pas seulement un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité en devenir. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Madame Radjavi, chers amis, je m'appelle Niloufar Azimi et je suis membre de la résistance iranienne. J'ai grandi dans une famille de résistance et de soutien à l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Mon enfance sous le régime des mollahs s'est passée dans les menaces permanentes de la prison. Aujourd'hui, je voudrais parler de ma mère, Fatemeh Ziai Azad. Elle est diplômée en gestion commerciale. Le 7 août, les forces de sécurité ont attaqué notre maison pour l'arrêter pour la 7e fois. Elle a été arrêtée pour la première fois le 20 juin 1981. Ma mère a passé 3 ans au total dans la prison de régime. Elle fait partie des survivantes des terribles unités spéciales pour anéantir les femmes dans la prison. À cause des tortures, elle a développé une sclérose en plaques qui aujourd'hui est bien avancée. Cette année, un docteur a confirmé qu'elle ne pouvait plus physiquement rester en prison et elle a été libérée. Mais elle a encore été arrêtée. Mon père, spécialiste en informatique, a été emprisonné sous le Shah et Mollah. Mon oncle, Saïd Azimi, a été tué par le régime de Shah. Ma cousine, Nastaran Azimi, a été tuée à 23 ans en 2011 dans une attaque contre la cité d'Ashraf en Irak
par les agents de régime. Du Shah à la dictature religieuse, les moudjahidines du peuple et leurs partisans ont toujours été réprimés parce que les dictateurs savent que cette organisation est contre toutes les formes de dictature. Cette résistance a donné 120 000 martyrs pour la liberté sous la dictature religieuse. Ce qui est arrivé à ma famille n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais montre aussi que le régime redoute les moudjahidines du peuple et la résistance. Aujourd'hui, je voudrais vous demander à vous, m'y écouter. 1. Demandez à tout le gouvernement, surtout au gouvernement français, de faire stopper ces crimes. Les paroles ne suffisent pas. Il faut des mesures urgentes. 2. Transmettez ce message au monde. Les moudjahidines du peuple sont l'espoir des Iraniens pour la liberté et la démocratie en Iran et ils méritent le soutien de tous. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je prends la parole à l'occasion du triste anniversaire du plus grand massacre de prisonniers politiques perpétré en 1988. Je parle au nom d'une génération née et élevée dans la résistance, une génération qui a grandi avec un seul rêve, celui de la liberté. Permettez-moi de vous emmener quelques instants dans une cellule froide et noire de la prison d'Evin. J'étais une enfant. Mon seul refuge était l'étreinte de ma mère. Chaque nuit, alors que je m'endormais dans ses bras, le silence était brisé par le bruit des serrures. La porte s'ouvrait, on arrachait ma mère à moi pour l'emmener être torturée. Je restais seule dans l'obscurité, blottie sous une couverture usée, les yeux fermés, priant pour qu'elle revienne, blessée mais debout. C'est dans cette cellule que j'ai appris ce que signifie résister. Nous avons grandi avec une certitude inébranlable. La liberté n'est pas un privilège, elle est un droit. Mais ce droit, nous le savons, a toujours un prix. Dès le début des années 1980, le régime nous a arraché nos êtres les plus chers. En 1988, il a franchi l'innommable, croyant pouvoir exterminer une génération entière de résistants. Une génération qui ne voulait qu'une seule chose, la fin de la tyrannie et l'aube de la liberté. 45 ans ont passé et nous sommes toujours là. Non seulement présents, mais plus nombreux, plus déterminés. De génération en génération, nos parents, qui ont affronté deux dictatures, celle de la monarchie et celle des mollahs, nous ont transmis bien plus qu'un souvenir. Ils nous ont légué un héritage, celui de la résistance, celui de l'idéal le plus sacré qui soit, l'idéal de vivre libre. À l'intérieur de l'Iran, des femmes et des hommes croupissent en prison pour avoir réclamé la liberté, tandis que les exécutions continuent sans justice ni procès équitable. À l'extérieur, nous, exilés, n'avons jamais cessé d'être la voix de celles et ceux qui ne sont jamais sortis vivants de prison, de ceux qui ont choisi de mourir plutôt que de vivre à genoux, comme mes deux jeunes oncles, Hadi, 25 ans, et Reza, 22 ans. Nous luttons pour qu'un jour, plus jamais, personne ne soit exécuté, torturé ou emprisonné à cause de ses convictions. N'oublions pas que les visages de la résistance furent un jour accusés de terrorisme ou de subversion, uniquement parce qu'ils avaient pris les armes pour se défendre face à ces dirigeants impitoyables et lourdement armés. Mais comme l'a dit Nelson Mandela,
c'est l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte. C'est pourquoi nous appelons avec force à soutenir le combat courageux mené par les unités de résistance sur le terrain au cœur même de l'Iran. Nous avons choisi d'être la voix de notre peuple et de soutenir la troisième voie proposée par le leadership remarquable de Mariam Rajavi, qui, jour après jour, affaiblit l'ennemi sans jamais reculer. Et la génération qui nous succède a fait le même choix. Merci à vous. Un simple mot rapide pour confirmer ce que vient de rappeler ma mère. Nous, génération qui n'avons jamais connu l'Iran, nos pays de nos origines, nous poursuivrons ce combat jusqu'à ce que le peuple iranien obtienne la liberté et la démocratie qu'il mérite. Hazer, Hazer, Hazer.